d'être avec nous en ce dimanche après-midi. On va parler de sport aujourd'hui, du pain et des jeux. Le sport évidemment et les jeux, la science-fiction s'en est largement emparée, avec notamment Balade Corréal d'Ayordale ou bien encore Marche ou crève de Stephen King. Et puis vous avez tous souvenir du Quidditch, vous avez peut-être joué au Quidditch, sachez qu'il y a une fédération française de Quidditch qui est le jeu d'Harry Potter. C'est très sérieux, il y a un championnat du monde de Quidditch, attention. et pour en parler cet après-midi, nous avons à nos côtés John Scalzi et Pierre Bordage. Oui. John Scalzi a publié notamment Red Shirt, prix Hugo, prix Locus, ou bien encore toute la série Le Vieil Homme et la Guerre. Et puis vous avez aussi travaillé autour de Stargate Universe. Et John Scalzi a notamment mis, mais je vous en dévoile pas tout de suite, on parlait aussi de jeux dans ses romans. Et puis Pierre Bordage, 50 romans, une soixantaine de nouvelles, vous connaissez tous Les Guerriers du Silence, vous connaissez tous Wong, on va en reparler. Et puis le dernier, un des derniers, c'est la série Arcane, la désolation, publiée par Bragelonne, avec une ville labyrinthique. Donc on se demandera aussi si le labyrinthe n'a pas une valeur d'épreuve, évidemment. Mythologique. Mais pour commencer, simplement, je voudrais que Pierre, que tu nous racontes un petit peu les jeux tels que tu les as imaginés dans Wong, des jeux un petit peu particuliers. Alors Wong, effectivement, le roman est basé sur des jeux qui s'appellent les jeux uchroniques, qui remplacent les Jeux Olympiques qui ont lieu tous les 4 ans, qui sont sur le modèle de la Coupe de l'América, la voile, c'est-à-dire qu'il y a un challenger et un défendeur. Et les jeux uchroniques ont pour particularité de reconstituer les batailles du passé. Et c'est le défendeur qui choisit le thème de la bataille. Alors on se retrouve au début du roman, enfin au début des premiers jeux uchroniques avec la guerre gallo-romaine. C'est un défendeur américain défié par un challenger français. Donc le challenger français se voit attribuer les Gaulois, forcément. Et le défendeur américain se voit attribuer l'armée romaine, évidemment parce qu'il y a une analogie entre les aigles de l'Empire romain et l'aigle américain. Voilà, et donc, selon la victoire et le résultat des Jeux uchroniques, ça va influencer la mode pendant 4 ans. C'est-à-dire que pendant 4 ans, si ce sont les Gaulois qui gagnent, on va s'habiller en Gaulois, et si ce sont les Romains, on va s'habiller en Romain, etc. Et il y a aussi, évidemment, on verra dans la suite du roman qu'il y a un enjeu politique important. Au-delà des jeux uchroniques, se livre une bataille entre les divers gouvernements des différents pays occidentaux pour occuper le devant de la scène et prendre le contrôle des autres nations. Ton intention, c'était de montrer le jeu en termes effectivement politiques et sociétal. Ouais. Alors c'était pour plusieurs raisons, parce que les Occidentaux vivent retirés derrière une barrière électromagnétique qui s'ouvre de temps en temps, et on suit un personnage chinois qui s'appelle Wang, un jeune chinois, qui va rentrer en Occident un jour que les portes s'ouvrent et qui doit fuir une triade parce qu'il les a volés de cigarettes. Et Wang va découvrir à quoi servent les émigrés dans le monde occidental, c'est-à-dire devenir des soldats des jeux uchroniques, risquer la mort, puisqu'il s'agit bien de guerre réelle, et que les Occidentaux, n'éprouvant plus d'émotions, se servent de ce substitut-là pour éprouver de nouveau des émotions, c'est-à-dire qu'il s'en sort un canal sensovisuel, c'est-à-dire les 5 sens sont mobilisés pour suivre les soldats sur le champ de bataille et éprouver les émotions, la douleur des soldats sur le champ de bataille que eux-mêmes ne ressentent plus parce qu'ils vivent dans un monde totalement aseptisé. La substitution donc par le sport. John, vous avez une nouvelle, alors une nouvelle qui se passe dans le cadre du roman Humanité divisée, un petit peu avant. Ça s'appelle La diplomatie en 3 rounds. Donc ça c'est le titre français. L'idée, c'est une sorte de combat boxe-judo entre un militaire et un extraterrestre. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous la présenter? Yes, that's correct. It's a short story that was set in the Old Man's War, and in many ways it was a predecessor to the final 2 books in the Old Man's War series, The Human Division and The End of All Things. And in this particular case, in order to gain favor with a
planet that the colonial union, the human coalition, in order to gain favor with them, one of the colonial forces soldiers who are known to be genetically modified and stronger than the usual humans is asked to fight one of the alien species. And when it starts off, the alien in question is about the size of an Ewok. Right? So it doesn't sound like it's a fair fight. It's going to be a normal-sized superhuman human being versus an Ewok. Well, one, the Ewok kicks his ass a little bit, so that's kind of fun. And then later on, in the final round of it is that the Ewok is basically put in water, takes it in through a system of vesicles and becomes this huge, like Hulk-like creature, and then just begins to pound the crap out of the human. And it's kind of fun because, again, it is diplomacy is being put through the game. And the thing about the human is the human needs to compete, the human needs to fight, but the human also has to remember he is meant to lose. But he can't lose just like, you know, he has to put on a good show. He can't just lose and make it obvious. It has to look like he really fought and did really hard and still lost anyway. And that's what's part of the diplomacy of it, because it would be no good for anybody if it looked like he was just a fall guy. And so it was fun to do that, one, because the fight itself is sort of humorous in how it gets done, but also just, again, the illusion that sports so often is more than just sports. You know, the Olympics is more than just about the people competing. It is about the image of the nations themselves. Or in the United States, sports isn't just about the teams that are playing. It's about the pride of the city and the owners and the sports associations in and of themselves. There is always a subtext to sport, regardless of where it is and when it is, and the exploration of that subtext in science fiction or in real life is always one of the most fascinating things about it. On dit parfois que le sport c'est une manière plus pacifique en gros de se faire la guerre, que ça remplace un petit peu les champs de bataille. Est-ce que c'est aussi ce que vous avez voulu montrer et l'un et l'autre? Quand on voit l'histoire, hein, c'est pas toujours juste parce que il y a eu la guerre, il y a eu les Jeux Olympiques pendant la guerre, avant la guerre 39-45. Les Jeux Olympiques n'ont pas empêché la guerre, mais peut-être qu'effectivement ça permet d'évacuer certaines tensions nationalistes ou bien même régionalistes par le fait de supporter une équipe, et c'est moins dangereux peut-être que la guerre réelle. Bon. Mais le fait de supporter cette espèce d'importance qu'on place dans le sport de plus en plus, d'ailleurs, parce que regardez les chaînes de télévision de plus en plus consacrées au sport, on a beaucoup de choix maintenant pour regarder du sport. C'est effectivement prouve qu'on a besoin de cette espèce d'exutoire pour pouvoir s'identifier à des héros, à des équipes, à supporter ça. Et alors ce qui est très étonnant, c'est que quand moi j'étais dans mon petit village, Simon-la-Vineuse, en Vendée, quand j'étais petit, 500 habitants, si on jouait contre le bled voisin, c'était quasiment une guerre entre les deux villages, ou bien on faisait les intervillages qui remplaçaient les intervilles, où par exemple il fallait pousser une 2 chevaux remplie de 5 mecs de 100 kg le plus loin possible. Et c'était important, enfin, tout le monde était complètement investi donc c'est au niveau simplement local, ça commence comme ça. Enfin, les derbies, j'ai assisté en Dordogne à des derbies de rugby ou de foot où les spectateurs se battaient à coups de parapluie. Vraiment, une chose comme ça, décidément il ne veut pas rester avec moi. Et donc il y a effectivement cette espèce d'exutoire de la violence, des sentiments aussi d'appartenance à un endroit, un comté, un territoire qui s'exprime dans le sport, qui évite peut-être effectivement des bagarres, quoique à mon avis ça les évite pas vraiment, un petit peu peut-être, ça en prend peut-être une petite partie.
Where I live in the United States is a state called Ohio, and we have a college football team there called the Ohio State Buckeyes, and they're very, 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 very serious about the Ohio State Buckeyes. And the most important game of the year is between Ohio and Michigan, which is the state directly north of us. Ohio State could lose every single other game in the year, but they better not lose that game with Michigan. And it is so important that on the week of that particular game, if you are caught wearing blue and gold, or blue and yellow, which are the colors of Michigan, people look at you like, what are you, a traitor? You know, the identification is really that important. And in one sort of sense, it's very sort of jocular. I mean, there will be people who will not date people who are from Michigan and who are Michigan State fans if they're Ohio State fans. But on another hand, it really is an issue of identity. The entire state, if we lose the game to Michigan, the next day, the entire state is depressed. Everybody is sad. And I come to Ohio from California. I don't care. But you know, all of my neighbors and all of my friends and all the family members from the area, this is that important to them every single year.